Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme.net. Je m'appelle Mario Cardinal. Et comme toujours, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, salut Mario, ça va bien? Oui, ça va très très bien. Quoi de nouveau de ton côté? On est dans le cadre de la conférence DevTeach. On est ici à Montréal, les 2 jours de DevTeach à Montréal. Toi, tu donnais une conférence, je pense. Oui, ce matin. 8 heures. DevTeach, ça commence de bonne heure. Hein? Donc, j'ai pris le train très très tôt pour être à Montréal. Pour nos auditeurs qui sont à Montréal, on est lundi, le 10 décembre. Première bordée de neige au Québec. Donc, ce qui veut dire aussi trafic jam. Entrer à Montréal, moi je reste sur la rive sud, c'est pas évident, donc j'ai pris le train pour être sûr d'être à l'heure pour la conférence. J'ai fait ma session, ma conférence est faite, j'ai fait ma session ce matin. Toi Guy, est-ce que c'est aujourd'hui ou c'est demain que tu vas être conférencier? Même pas, moi c'est mercredi, j'ai une journée complète sur Azure. C'est un workshop là, sur les fundamentals, là, la base là, sur Azure. Là. Donc les VM, les web rows, le storage, etc. Une journée complète. Ça devrait être le fun. C'est ça, donc moi je sais qu'aujourd'hui j'étais dans le cadre de la track agilité. Demain il y a une track sur l'architecture, donc c'est les deux des sessions que moi je m'occupe. Puis on profite du fait qu'on pouvait avoir une salle. On a invité notre invité, Karel Sainte-Marie. Bonjour Karel. Bonjour messieurs. Donc on a invité Karel à la conférence pour pouvoir enregistrer avec lui un podcast. Ça fait quoi, 2-3 mois qu'on a décidé qu'on voudrait que tu nous racontes ton expérience avec Azure. Et l'occasion se présentait, là, qu'on puisse tous s'asseoir ensemble. Donc nous, on va revenir à l'émission, mais avant d'aller plus avant, Guy, quoi de neuf de ton côté? Pas grand-chose, sauf que je me suis tanné avec Windows 8. Le fait de ne plus avoir de menu démarré, j'essayais de me convaincre là, que j'en avais plus besoin, que le menu démarrer, là, c'était une espèce d'antiquité qui était plus nécessaire, que juste avec la touche Windows, on revenait dans le mode, à partir du mode desktop, on tombait dans le mode métro, ou non, faut plus dire métro, faut dire Modern UI. Puis là, on pouvait taper une coupe de lettres là, pour rechercher notre application. Puis moi, je suis surtout en mode desktop là, du matin au soir. Puis il me semblait que je perdais un petit peu de temps. Fait que pour le fun, je me suis dit, tiens, je vais télécharger un outil d'un third party de la compagnie Stardock qui s'appelle StartWit. Puis en fait, ça t'installe un beau petit menu démarré dans ton mode desktop en Windows 8. Et mon Dieu, c'est comme si je revenais avec une paire de pantoufles là, ou de souliers là, qui fitaient comme faux. C'est drôle à dire, mais ça a amélioré un petit peu ma productivité, entre guillemets, malgré que je me suis très bien habitué là, à basculer en mode métro, Modern UI et desktop. Mais je pense que, en tout cas, c'est le 5$ le mieux investi que j'ai fait depuis longtemps. Là. Je trouve ça drôle, Guy, que tu parles de ça, parce que moi, j'ai fait une expérience similaire. Donc, je vais partager aussi avec les auditeurs. Mais avant, il y a quelque chose que je note, puis j'en discutais hier avec des gens sur on manque de vocabulaire pour exprimer est-ce qu'on est dans le mode desktop ou dans le mode touch. Puis là, moi, j'ai décidé que je standardisais mon vocabulaire. Donc, pour les auditeurs, là, quand je vais parler maintenant que je suis dans le mode desktop, c'est que je suis dans le bon vieux mode Windows 7. J'ai décidé de nommer le nouveau mode Windows 8, j'ai décidé d'appeler ça le mode touch. Puis c'est une discussion que j'avais, entre autres, avec quelques autres speakers qui sont à DevTeach hier. Puis on s'est rendu compte que c'était peut-être la façon la plus simple. Toutes les histoires de le fait que Microsoft avait commencé à nommer ça Metro, ils ont été obligés de retirer le nom parce qu'ils ont eu des problèmes de copyright. Puis là, Modern UI. Donc Touch, je pense, ça dit tout. Puis d'ailleurs, c'est intéressant quand on le nomme comme ça parce que moi, je me suis rendu compte à utiliser Windows 8 dans le dernier mois et demi. Là, j'ai finalement tout migré mon environnement sur une tablette. Puis là, je me suis mis à utiliser ça. Puis ce que j'ai découvert, ma grande prise de conscience, c'est que les fichiers
sont vraiment au cœur de mon processus de travail. Puis d'ailleurs, ça m'explique, puis j'avais pas compris ça il y a 1 an et demi à peu près, quand que l'iPad est sorti. Moi, j'ai tout de suite acheté un iPad, toi aussi, Guy, tu en as acheté un. J'ai acheté un clavier, je dis bon, on va tester ça, cette machine-là. Je suis capable de vivre avec un iPad comme machine, peut-être pas ma machine primaire, mais comme machine secondaire, prendre mes emails sur la route, ces choses-là. Puis rapidement, ça marchait pas. Puis, j'étais pas capable de mettre le doigt dessus, mais ça marchait pas. J'avais des scénarios que j'étais capable d'expliquer. Je dis, regarde, ça marche pas, mais... Puis là, cette semaine, j'ai réussi à faire la synthèse, à comprendre ce qui se passe. Puis c'était lié à mon expérience d'installer StartWith aussi sur mon ordinateur. Je m'explique. Les fichiers, là, moi, c'est fondamental. Les fichiers sont sur le cloud, sont sur mon SkyDrive. Puis, je partage aussi, je travaille avec beaucoup d'autres organisations qui mettent des choses sur des SkyDrive ou des Dropbox. Puis, veux pas, mon browser, là, quand je pointe là, puis je dis, ramasse-moi le fichier, ramène-moi le local parce que je veux pas trop travailler remote à cause des problèmes de bande passante. Où est-ce que mon browser ramène mon fichier? Il a besoin d'un répertoire. Moi, par défaut, j'ai dit, tu ramènes ça dans le desktop. C'est là que j'ai l'habitude de mettre mes choses. Puis j'utilisais le produit de Stardock Fences pour organiser mes fichiers. Mais là, vu qu'il ramène dans mon desktop, il ne ramène pas dans mon interface touch de Windows 8. Finalement, la grosse faiblesse de l'interface touch, il n'y a pas de gestion de fichiers là-dedans. Et les fichiers, c'est la grosse différence entre un iPad et une machine Windows 8, c'est que Windows 8, c'est fait pour travailler avec les fichiers. Finalement, c'est une machine qui est faite pour les créateurs de contenu. Si tu consommes seulement des contenus, tu t'en fous où sont les fichiers. Ils sont quelque part sur le cloud, puis tu t'en préoccupes pas trop. Mais si tu écris, c'est très important pour toi où sont tes fichiers parce que tu as du versionnage, tu as toute une problématique que tu peux pas ignorer. Puis moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, le modèle de back and forth entre être en desktop, m'en aller dans le touch, mais là, je suis dans le touch, je trouve plus mes fichiers, puis là, je reviens dans le desktop. Finalement, moi aussi, j'ai installé le produit StartWith de Stardock. Par contre, une des choses que j'ai fait, que j'ai essayé en premier, j'ai dit, OK, mets-moi vraiment mode compatibilité, comme si j'étais encore comme un bon vieux Windows 7. Et là, je me suis rendu compte que mon fameux bouton pour retourner aisément avec les raccourcis clavier, lui, il les a désactivés pour que tu retournes toujours dans le desktop. Finalement, ce qu'il te dit, c'est, si tu veux, là, je peux faire que ton desktop soit ton environnement de base. Puis moi, je trouve qu'il y avait une faiblesse à ça. C'est que je peux pas ignorer que le mode touch, c'est quand même le futur. Puis je peux pas croire qu'un jour Microsoft ne géreront pas bien les fichiers dans le mode touch. Ça a comme pas d'allure, là. C'est une grosse faiblesse aujourd'hui sur leur plateforme. Ou en tout cas, c'est un gros élément de différenciation avec Apple que Microsoft devrait tirer parti. Tout ça pour dire que moi, j'ai quand même désactivé un petit peu mon Star 8 pour quand même garder un peu de compatibilité le mode de Windows 8 classique. Ce qui est le fun avec le produit, c'est qu'on peut vraiment le customiser là, selon nos besoins. Là. Donc, tu peux toucher la touche Windows, là, puis basculer encore ou ne plus basculer du tout. J'ai trouvé le produit quand même, c'est un menu démarré, ça a l'air simple, là, mais on peut vraiment le customiser. Mais bon, ça, passons peut-être à notre sujet principal. Mais avant d'aller au sujet principal, moi, il y a aussi quelque chose que j'ai noté puis j'ai trouvé hyper intéressant. Le produit StartWith, 4,99 $. Et, bizarrement, tout le monde à qui j'ai parlé, qui l'ont acheté, personne n'a chiolé en disant, bah oui, j'ai sorti 5 $ pour acheter ça. C'est comme si le modèle d'Apple qui dit, ben, sors donc quelques dollars pour acheter un produit. Les gens l'ont adopté. Donc, le produit fait la job, il est très bien. 4,99 $, let's go, on l'achète. Il y a un autre produit que moi j'utilise aussi, Fences, qui est un peu plus cher, 9,95 $. Mais tu vois-tu, dans ces prix-là, on sort la carte de crédit, on la jette, on dit pas un mot, parce que finalement, Apple nous ont quand même bien éduqués à un produit qui a une certaine valeur, tu es prêt à payer pour. Puis on voyait pas ça. Je suis pas sûr qu'un modèle comme ça, de charger 4,99 $ pour un utilitaire dans le monde Windows, il y a 5 ans même, que ça aurait pu pogner. On a été plus dans un mindset, faut que ce soit gratuit. Tu payais juste pour les grosses suites, puis là, tu payais des gros dollars. Donc, c'est un gros aparté pour parler de nos expériences Windows 8, mais je pense que c'est intéressant de partager ça avec nos auditeurs. Je ne sais pas si toi, Karel, tu as eu la chance de commencer à migrer vers Windows 8. Moi, j'utilise Windows 8 comme poste de travail. Je trouve que c'est pas trop mal, mais il y a eu quand même une bonne période d'adaptation à la nouvelle interface usagée. Est-ce que je suis prêt à revenir en arrière ou aller de côté? Je peux pas dire encore. Je dirais que pour les gens qui sont plus des consommateurs, le modèle 80-20, là, c'était 80% tu consommes,
Ils vont adorer Windows 8. Encore là, Microsoft n'ont rien inventé. Ils ont juste copié ce qu'Apple avait très bien fait. Ils ont bonifié peut-être avec quelques petits artifices, puis ça marche bien. Le problème, moi, je trouve, c'est quand tu es quelqu'un qui est plus dans le mode... 80% de ce que tu fais, c'est créer des contenus. Là, tu as besoin beaucoup du mode desktop. Ceci étant dit, la formule d'émission est toujours la même, Karel. C'est qu'on donne la chance aux auditeurs d'apprendre à te connaître un peu avant qu'on discute du sujet qui est aujourd'hui comment vous avez fait, comment ta compagnie a fait une migration vers Azure. Puis, Karel, c'est pas la première fois que tu viens à l'émission. Hein? Deuxième apparition. Troisième apparition. Oh! On a fait une première émission, c'était sur les outils open source. Ah oui, je me souviens! Ensuite, on a fait une émission sur l'utilisation de TFS, parce qu'éventuellement, on a migré en dehors de nos outils open source. Et puis, aujourd'hui, on va parler un petit peu d'Azure, puis du cloud. C'est vrai que c'est intéressant, parce que à l'époque, ce que je trouvais intéressant, c'est que tu avais commencé avec les outils open source pour faire la gestion de tous tes codes sources, et vous aviez migré vers TFS, ça donnait un cas vécu, puis il y avait toutes des justifications de ton côté, donc c'est ce qui avait fait qu'on avait fait 2 émissions ensemble. Oui, c'était une expérience assez intéressante parce que, bon, les outils open source, c'est fantastique, tout le monde aime s'en servir. À un moment donné, bon, TFS est apparu. Nous autres, on a vu qu'on avait certains besoins, certains manques. TFS les comblait bien, fait qu'on s'est dit on va upgrader d'une certaine façon. On utilise encore certains outils open source, mais c'est surtout TFS maintenant. Puis, écoute, avant de faire l'enregistrement, tu me rappelais que professionnellement, tu as plus de 20 ans que tu fais. Écoute, moi, j'ai beaucoup de cheveux blancs, mais toi, tu n'as presque pas de cheveux blancs. Tu as l'air d'un rockstar avec ta barbe et tout, mais tu as quand même quelques années derrière la cravate, comme on dit. Oui, ça fait tout un bout de temps. Ça fait au-dessus de 20 ans que je suis dans le domaine, professionnellement. Pas en tant que gamer, là, mais vraiment professionnellement. Oui, parce que comme beaucoup d'informaticiens, toi, tu as commencé adolescent. Puis écoute, adolescent, à cette époque-là, toi, je sais pas c'était quoi ta première machine? Ma première machine, c'était c'était un Apple II Plus avec 32 kilo-octets de mémoire avec des disques 5 écarts. Donc là, beaucoup de nos auditeurs, je suis même pas sûr qu'ils ont une idée qu'est-ce que c'est 32 kilo-octets. Mais non, mais on s'entend, le 32 kilo-octets, on serait capable d'écrire tous les 0 et les 1 sur un bout de papier ici dans la salle. Parce qu'écoute, c'est 32 768 bits qui sont soit la valeur 0 ou 1. C'est pas beaucoup, là. C'était ardu à l'époque, le programmer, quand on avait juste 32 000 espaces auxquels on pouvait mettre un 0 ou un 1, mais on faisait des applications quand même. Mon premier programme que j'ai écrit, j'avais à peu près 12-13 ans. Puis c'était la lettre K sur l'écran. Puis je pense que j'ai manqué de mémoire parce que j'ai mis tous les points un par un dans le code. J'avais aucune notion des boucles, aucune notion d'algèbre. Fait que j'ai fait ça à la mitaine. Ça m'a pris une journée complète. Puis après ça, je me suis dit plus jamais. Moi, je me souviens, j'ai découvert l'informatique un peu plus tard, mais mon frérot, qui aujourd'hui fait de l'informatique aussi, lui, écoute, quand il avait 10-11 ans, il s'était acheté un VIC-20. Donc, écoute, un VIC-20, là, c'était Commodore qui faisait ça, c'est une petite machine. Et lui, pour programmer ses applications, il se faisait des cartes ROM sur lesquelles il codait en dur sur la ROM le programme. Et pour réussir lui aussi, il aimait ça, essayer de se faire des petits jeux à l'époque. Puis c'est des jeux enfantins, quand on regarde ça au niveau de l'expérience utilisateur, là, c'était des petits bits qui bougeaient, là, des sprites comme on appelle. Mais bon, ça nous rappelle des bons souvenirs. Mais c'est presque comme les jeux Flash que sur certains sites gratuits. Quand tu regardes ça, là, c'est la même qualité, le même QA. Le rétro gaming. Tout à fait. Ben, aujourd'hui, il y a un kiosque ici à Deftige de Microsoft et, entre autres, ils ont un chandail qui donne sur Atari. Parce que les jeux Atari, les fameux jeux qui avaient sorti sur la série Commodore 3000, écoute, j'expliquais ça à quelqu'un ici, je parlais avec un représentant Microsoft, je dis, ces jeux-là, c'était sur le Commodore 3000 qui était une machine à l'époque révolutionnaire parce que tu avais 64K d'espace mémoire pour la vidéo. Écoute, en 1984-85, là, le Commodore 3000, la Atari 3000, c'était mieux que un Mac là, en fait de capacité visuelle. Là. Et il avait sorti des jeux, puis ils ont repris ces jeux-là, ils les font rouler maintenant dans un browser. Puis c'est pourquoi ils commémorent ça. Mais là, je parle avec un représentant de Microsoft, puis je lui dis, écoute, t'étais-tu né, toi, en 1984? Puis là, il me regarde, puis il dit, j'avais 2 ans.
Puis moi, en 84, j'étais à l'université. Donc, oh my God. Mais au moins, vois-tu, à se tenir avec des jeunes, ça nous force à rester un peu jeunes. Mais là, on s'égare comme toujours. Écoute, ça fait 15 minutes que le show est commencé, puis on n'a pas encore commencé à parler vraiment du sujet. Donc, Karel, 3e émission aujourd'hui. Tu fais de l'informatique depuis plus de 20 ans. Principalement, tu es quelqu'un de très... t'es pas quelqu'un qui change d'emploi beaucoup, parce que ça fait plus de 10 ans, 15 ans que t'es ton propre employeur. Ça fait 13 ans, depuis 99, juillet 99 que je suis là. La firme s'appelle Brain Bank. Puis, Brain Bank, aujourd'hui, tu vas nous expliquer votre expérience chez Brain Bank d'une migration vers des services que vous avez hébergés sur le cloud. Puis, on va traiter ça un peu plus en détail un peu plus tard. .NET, t'es tombé dedans aussi dès les débuts. Nous autres, on a commencé à utiliser .NET. Il venait de sortir de bêta. On aime utiliser les nouvelles technologies. On utilisait ASP avant. Quand on a vu .NET, on était bien intrigués, mais bêta, Bleeding Edge, il y a bleeding dedans, puis j'aime pas trop saigner devant un client, fait que on a attendu que ça sorte de bêta. On est très satisfait. Puis là, vous êtes avec Azure maintenant. Donc, ça veut dire que vous êtes quand même pas des gens vous êtes pas peut-être les early adopters, mais vous n'êtes pas non plus des retardataires. Vous prenez possession de la technologie au moment où vous pouvez en tirer parti. Non, le monde des affaires aujourd'hui, c'est comme le monde animal. Si tu t'adaptes pas, malheureusement, tu vas rester en arrière. Alors, il faut que tu restes très agile, pour ne pas utiliser trop de buzzwords. Il faut que tu restes agile et puis tu changes avec les technologies. En tant que monde qui vit dans le domaine technique, il faut que tu restes toujours à l'affût des nouvelles technologies, des nouvelles techniques, des nouveaux logiciels qui sortent. Et puis, Azure, c'est un domaine qui est très intéressant. Donc aujourd'hui, justement, c'est de ça qu'on veut parler. On veut parler d'Azure, mais pas du point de vue la techno, mais plus comment vendre un service avec Azure, puis en prenant votre cas particulier à vous, donc un peu une étude de cas. Tu divulgueras ou tu partageras ce que tu veux bien partager avec nos auditeurs, mais ça va quand même donner un cas réel. Dire, regarde, ça peut exister pour le vrai, parce que tu me confirmeras, mais aujourd'hui, vous faites de l'argent là, avec votre service Azure. On fait de l'argent, effectivement. On est sur des VM sur Azure. On est très content. On n'est pas à 100% sur Azure, mais ça ne sera pas bien long qu'on va être là. Donc, c'était quoi, quelle était la souffrance ou pourquoi c'était important pour vous de faire une migration vers le cloud? Alors, nous, d'où est-ce qu'on a commencé, presque une décennie, on a commencé par faire notre hosting nous autres mêmes. Alors, on avait des batteries de serveurs dans le bureau, on avait notre beau rack qui ressemblait à un frigo puis qui coûtait une fortune à faire rouler. Et puis, à ce moment-là, on s'est dit, c'est bien beau tout ça, ça fonctionne bien, les clients sont satisfaits, mais on a besoin un petit peu plus de bande passante. Fait que finalement, on s'est en allé vers un système d'hébergement. Fait que là, on commence dans le système d'hébergement, la vie est belle, tout va bien, on a de la bande passante, mais là, ça nous prend du hardware. Mais là, quand tu dis hébergement, c'est vous étiez juste dans un data center, puis c'est vous encore qui vous occupiez du matériel qui était hébergé dans le data center? Quand on est allé vers le système d'hébergement, oui. On était vers une compagnie, aujourd'hui c'est Verizon, c'est MCI. Ils sont sur la rue d'ailleurs. Et puis, on s'est retrouvé avec une coupe de racks, finalement. Des genres de cages informatiques. On met des racks dedans. Principalement, pourquoi on faisait ça à l'époque, c'est parce qu'on voulait surtout avoir la connectivité au network, parce que ça nous prenait un fil qui arrive, puis le faire entrer dans tes bureaux, ça coûte extrêmement cher. C'est encore très cher, d'ailleurs, les compagnies de téléphone. Mais si tu te mettais dans ces centres de données-là, donc tu payais un montant par mois, mais tu avais la connectivité vers Internet. Tu as la connectivité, tu as la redondance de la connectivité, tu as les UPS qualité commerciale, tu as les génératrices diesel, si jamais tout flanche. Alors, en tant que service commercial, c'est ça que tu veux. Là, on est en quelle année à cette époque-là? À ce moment-là, on est je dirais, 2004-2005. Parce qu'aujourd'hui, là, quelqu'un qui commencerait, vous ne te recommanderais pas de faire ça. C'était la façon de faire en 2004-2005, mais pourquoi vous avez évolué, puis c'est ce que tu vas nous expliquer, c'est parce qu'aujourd'hui, on peut faire autrement à beaucoup moins dispendieux. Bien, le meilleur argument que je peux donner à quelqu'un pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas faire ça, c'est essayer de te pratiquer pour te faire réveiller une couple de fois à 3 heures du matin quand tu es un défaut hardware. Même si c'est quelque chose de stupide comme une bande mémoire qui coûte 20$ ou un disque dur à 100$. Là, tu te fais pager à 3 heures du matin, que ce soit le CTO ou que ce soit un technicien. Tu as un problème, tu as des explications à fournir à tes clients. Là, tu vas rehausser ta redondance, ça te coûte plus cher de hardware.
finalement, c'est une histoire qui finit plus. C'est une guerre que tu peux pas vraiment gagner, à moins que tu investisses des millions. Mais on n'a pas des millions à investir. Et il y a des compagnies, Amazon pour pas les nommer, Microsoft, Google, qui ont décidé eux autres d'investir pas juste des millions, mais quasiment des milliards pour offrir ça sous forme de service. Et là, votre compagnie, vous avez décidé d'en tirer parti. Puis là, on va sauter vers quelle année à peu près? On va sauter vers à peu près 2010. Alors, notre data center, nos racks sont pleins. Ça nous coûte une petite fortune en hardware chaque année pour continuer à rester sur le trend de la bonne technologie pour ne pas que ça devienne trop dépassé. À un certain moment donné, on commence à se rendre compte que bon, ça devient vieux pareil. On a beaucoup de maintenance à faire. Puis là, on se dit, bon, ben là, on a un dilemme. Ou on achète encore du hardware. Puis là, on parle de 5 chiffres en montant d'investissement, ou ben non, on regarde pour une alternative. Puis à ce moment-là, l'alternative, on commence à en entendre parler. Amazon commence à supporter les machines Windows. Fait qu'on s'est dit, on va commencer à regarder ça. Donc ça, c'est ce que je pense, c'est ce qu'ils appelle le Elastic Services sur Amazon. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est l'Elastic Computing, EC2. Ce qui est finalement, pour faire la grosse différence entre Azure et Amazon, c'est qu'Amazon, c'est une infrastructure en tant que service, et puis Azure, c'est une plateforme en tant que service. Et Azure commence à embarquer dans l'infrastructure, excellent pour ceux qui s'intéressent, mais vraiment, le pouvoir, le gros bonus, c'est la plateforme en tant que service. Donc, si on essaie juste pour nos auditeurs là, qui sont un peu perdus en disant infrastructure, plateforme, puis sens-toi bien à l'aise si je veux pas te mettre, mais est-ce qu'on peut assez brièvement expliquer la grande différence entre les deux? Puis Guy, je sais pas parce que je sais que là on tombe dans ton dada parce que monsieur est un MVP Azure et il s'amuse beaucoup ces temps-ci à faire des présentations, fait même des journées de formation complètes. Donc, comment on définirait l'infrastructure versus plateforme? OK. Alors, si on regarde ce que nous autres, on faisait dans notre rack, c'est de l'infrastructure. On installe nos routeurs, on installe nos pare-feux, on installe nos machines. Là, finalement, on gère le hardware, la machine physique. On s'en va dans Amazon, finalement, tout cela continue à exister, mais dans un environnement virtuel. Alors, tes pare-feux, tes serveurs, presque tes routeurs, tes load balancers, tout cela continue à exister, puis tu es pris pour les configurer. Tu n'es pas pris pour les installer d'une façon physique, mais il faut quand même que tu aies dans une interface. Tu dis, bon, je veux ci, je veux ça, je veux m'organiser, je veux faire un réseau virtuel, je veux faire un VPN ici. Tu es pris pour quasiment tout faire manuellement. C'est juste que tu ne toucheras jamais à la machine. C'est quoi la différence avec plateforme as a service? La plateforme, c'est un créneau où tu peux arriver et dire, voici mon application. Dans ce cas-ci, voici mon application .net. Je l'envoie dans la plateforme. Et puis, la plateforme, finalement, c'est un système d'exploitation. Il s'occupe de tout. Alors, à ce stade-là, nous, on n'a même plus besoin de se demander, bon, les web roles, les worker roles, c'est-tu un système d'exploitation? C'est-tu des machines indépendantes? Sont-ils une à côté de l'autre? Sont-ils dans le même réseau? On s'en occupe même plus. On déploie un service, et puis le service fonctionne. Donc, si on fait un peu une analogie avec le monde réel, puis Guy, tu me diras si mon analogie marche, parce que il y a un livre que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle The Big Switch. D'ailleurs, je pense que c'est Guy qui m'avait recommandé ce livre-là. Puis le livre il faisait une analogie en disant, écoutez, tout ce qui est la virtualisation, le cloud, c'est inévitable. Un peu comme pour les compagnies, la consommation d'électricité, ça remonte en 1800, les compagnies avaient leur propre installation pour créer eux-mêmes leur électricité. Souvent, c'était du charbon qui brûlait ou c'était de l'eau. Puis, il y a eu des grosses compagnies qui sont mises à faire de l'électricité, puis ils ont réduit les prix à un point tel que tout le monde a migré. Puis aujourd'hui, ils achètent une électricité de 1 ou 2 ou 3 grosses organisations. C'est des quasi-monopoles. Et les prix sont tellement bas que c'est très difficile pour des nouveaux entrants d'arriver puis de compétitionner ces joueurs-là. Si on fait la bonne analogie, l'infrastructure, tout ce qui est un service d'infrastructure, c'est un peu comme si cette compagnie-là, qui originellement avait sa petite centrale de charbon, aurait été capable de la déployer chez la compagnie d'électricité pour dire reprends la même chose pour me faire l'électricité. Puis une plateforme, c'est plus comme on connaît aujourd'hui, c'est des gros barrages qui créent de l'électricité, puis tu t'en préoccupes même pas comment c'est fait, tu fais juste brancher ton fil, puis l'électricité arrive directement dans ton grille-pain. Tandis que le modèle d'infrastructure, moi, je pense que c'est un modèle intermédiaire. C'est-à-dire, ça a un temps de vie, peut-être encore pour les 5, 10 prochaines années, mais veut pas, on va tout finir par un modèle plateforme. Est-ce que je me trompe?
Ben, pas nécessairement, mais le modèle infrastructure, je pense qu'il va tout le temps un petit peu avoir sa place. Dans le modèle infrastructure, t'es pas responsable du hardware du tout, mais tu es responsable de toute la configuration. C'est-à-dire, tu es responsable de patcher ton OS, tu es responsable de créer tes réseaux, de puncher des trous dans ton firewall. Donc, tu es responsable, tu as un niveau de responsabilité qui est quand même élevé. Tu es responsable des backups. Dans infrastructure à service, le monde, ils se disent « Ah, ben c'est fantastique, je vais aller sur le cloud, j'ai plus jamais besoin de faire mes backups. » C'est complètement faux. J'ai vu des machines sur Amazon, ils ont un très bon service, mais j'ai vu des machines Amazon comme des serveurs SQL tomber puis jamais remonter. Tandis qu'au niveau de la plateforme, ben là, on est à un niveau un petit peu plus élevé. C'est-à-dire que l'hébergeur ou la compagnie, bon, dans ce cas-ci, Microsoft, s'occupe de tout ce qui est infrastructure, donc de patcher l'OS, de le maintenir, de si, par exemple, il y a un problème avec une des machines, de la décommissionner, puis d'en instancier une nouvelle automatiquement, puis ça de façon totalement transparente. Puis toi, tu te sers finalement de cette plateforme-là pour déployer des applications. Donc ton champ de responsabilité est limité à l'application. Tout ce qui est en dessous, l'OS, le hardware, tout ça, c'est la compagnie qui s'en occupe. Aujourd'hui, ce qui offre, par exemple, plateforme as a service. Il y a Microsoft avec Windows Azure, mais qui sont les compétiteurs de Microsoft pour le côté plateforme as a service? Moi, je dirais surtout Google. On pourrait argumenter Salesforce, même si c'est très niche, c'est très particulier. Amazon, moi, je dirais personnellement, pas vraiment. Ils ont commencé avec l'Elastic Beanstalk, mais bon, personnellement, je suis pas satisfait du tout du service. Ça, parce qu'Amazon, nous autres, sont vraiment dans Infrastructure as a Service. Et Guy, tu pourras me confirmer, si je me trompe pas, au début, Microsoft n'était pas dans l'Infrastructure as a Service. Ben, pas du tout. Eux autres, au début, les premières années de l'offre de Azure, c'était uniquement du Platform as a Service. Donc, on a vu cette année, en 2012, là, l'offre bonifiée avec, par exemple, des machines virtuelles. Tu vas nous en parler, Karel. Puis aussi de la réseautique. C'est maintenant possible de créer des ponts réseau entre les réseaux qui se trouvent sur leur cloud et notre réseau en entreprise. Donc, tout ça, c'est nouveau finalement chez Microsoft. Donc, Microsoft ajoute finalement à son offre traditionnelle qui est Platform as a Service, l'offre Infrastructure as a Service. Mais là, si tout le monde s'entend que dans 50 ans d'ici, on va probablement être tout sur une plateforme as a service, ou peut-être Guy me fait non, peut-être qu'il va rester encore dans l'infrastructure. C'est que moi, j'étais un peu curieux de savoir pourquoi Microsoft, c'est un peu comme s'il rétrogradait pour aller vers une solution un peu moins performante, mais il y a vraiment une raison, là. Pouvez-vous éclairez-moi. C'est deux offres complètement différentes, puis c'est deux options qui sont complètement différentes. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux combiner aussi les deux. Donc, le plateforme va répondre à un besoin très précis, c'est-à-dire le déploiement d'applications. L'infrastructure va répondre aux besoins. Ben, j'ai quelque chose, j'ai une application ou une série de services qui rentrent pas dans le moule du Platform as a Service, mais je suis capable quand même de les faire vivre dans un monde cloud. J'ai un peu de responsabilité, tout ça, mais j'ai quand même beaucoup moins de responsabilités, ben, tu me mentionnais tout à l'heure, que de maintenir tout un rack, puis de maintenir tout le hardware, etc., etc. Donc, c'est deux offres différentes qui peuvent être complémentaires, mais des fois qui répondent à des besoins différents. Donc là, Caramel, on revient à votre histoire. On est en 2010. Tu as tous ces racks-là, puis tu dis, bon, là, moi, je ne vais pas investir dans du matériel. Donc, vous décidez d'utiliser le service EC2 d'Amazon. Ça vous a pris combien de temps, là, migrer vers une plateforme, vers une infrastructure as a service? Ça a pris quelques mois. Moi, je dirais que ça a pris environ 6 mois. Ça a pris un petit peu plus de temps pour certains clients, parce qu'il y avait des clients qui avaient des portails dédiés. Et puis là, bon, il faut qu'on rejoigne le client, il faut qu'il fasse leur petite enquête, où est-ce que ça va être, à qui va appartenir l'information, ce genre de, bon, le red tape, là, finalement. Là.
Puis, à partir de ce moment-là, après quelques mois, on a commencé vraiment, au-delà de 80%, on était sur Amazon. Ouais. Puis là, combien de temps vous avez utilisé le service Amazon? Parce qu'aujourd'hui, on veut parler de Azure, c'est qu'il faut expliquer que à un moment donné, vous avez fait une migration vers Azure. Donc, pourquoi avoir changé? Quelle est l'histoire derrière ça? Bon, alors, premièrement, on s'est rendu compte que notre logiciel, en fait, de ressources, il était très gourmand. Chaque client qu'on livrait, il fallait qu'il ait sa propre machine virtuelle, finalement. Des fois, ça leur en prenait 2 ou 3. Pour donner un petit peu de background aux auditeurs, nous autres, ce qui arrive, c'est qu'on a un portail. On a un service, un Windows Service qui roule en background, de préférence sur une autre machine. Puis là, on utilise un Service Bus entre les deux avec MSMQ. Alors, on a un certain échange de données d'un côté avec MSMQ qui est transactionnel. Puis c'est comme ça qu'on va s'arranger pour livrer un portail qui reste, qui répond bien finalement à l'expérience utilisateur. On ne veut pas arriver à un moment donné puis que l'utilisateur il dise bon, on va prendre 14 millions de pièces de contenu puis là on fait apply. Fait que là, on va aller se coucher, on va revenir la semaine prochaine parce que le browser il continue à réfléchir. Je veux dire, c'est pas une expérience que n'importe qui veut avoir, que ce soit dans le domaine informatique ou autrement. Fait que nous autres, on envoie un petit message à MSMQ au Service Bus et puis il s'occupe de tout décomposer ça. Fait que ça, c'est, disons, l'architecture du système. Fait que ça devient très coûteux. Je veux dire, si tu regardes Amazon, en partant une micro-instance, ça va te coûter entre 20 à 40 $ par mois, tout dépendant si tu la roules 24 heures sur 24. Tu commences à décomposer ça sur plusieurs machines, puis là, tu regardes ton serveur SQL. Tu commences à avoir beaucoup de machines puis beaucoup de coûts. Puis ça, ben, quand tu es en affaires, les coûts, c'est ce que tu veux éviter. Ce que tu veux à la place, c'est que tu veux que ça soit rentable. Fait qu'en diminuant tes coûts, tu vas te retrouver avec quelque chose qui est plus profitable. Donc là, si je te suis bien, c'est pas que vous étiez pas satisfait du service offert par Amazon. C'est une question économique qui vous a poussé à regarder ce que la compétition offrait. Oui, ça, et on a décidé de réécrire notre logiciel. Alors, avec la décision de réécrire notre logiciel, on s'est dit, bon, on va pouvoir faire quelque chose qui est beaucoup plus flexible, que le client peut installer, qu'on peut avoir dans le cloud. Et puis à ce moment-là, si on est pour faire ça, bon, on voulait utiliser une infrastructure qui pouvait vraiment livrer sur nos besoins, finalement. On ne veut plus s'occuper du hardware, on ne veut même plus s'occuper du système d'exploitation, on ne veut plus s'occuper des patchs. Nous autres, on veut livrer du logiciel, on veut rendre les clients satisfaits. Qu'ils soient à Sydney ou qu'ils soient en Amérique du Sud, on ne veut pas envoyer un technicien pour installer une machine à ces endroits-là à chaque fois. On veut juste claquer des doigts puis que ça se fasse. Puis l'offre de Microsoft de leur plateforme, donc le Windows Azure tel qu'on le connaissait initialement, c'était ça la vision. C'était on va vous donner ce qu'il faut pour que vous soyez capable. Et là, c'est intéressant à ce moment-là, puisque vous aviez vous disiez, bon là, il faut qu'on réécrive certaines parties de notre système. Vous avez décidé de tirer parti de ces avantages-là. Et forcément, ça vous a ramené vers l'offre Microsoft parce que vous auriez pu faire une installation mitoyenne, continuer avec Amazon, puis mixer ça avec du Azure, ou c'était vraiment impensable de faire un mix des deux? C'est qu'on voulait pas. On voulait pas continuer à être responsable. Pour être franc, là, si on garde un client 7-8 ans, son système fonctionne bien. Le client, il veut pas qu'on touche au système d'exploitation. Il veut qu'on fasse des updates, mais le jour où on va lui présenter un cas d'analyse, puis il dit, bon, ben regarde, on va t'upgrader vers 2012 aujourd'hui. Ton serveur Windows 2000, ça fait 12 ans qu'il est dépassé. Le client, lui, sa réaction, mais ça marche. Touche-y pas. C'est comme des fois, on va en entreprise aujourd'hui, puis on voit des serveurs NT 3.51, on se demande pourquoi, puis ben, le client va dire la même affaire. Ça marche, on y touche pas. Ben, nous autres, on voulait plus s'occuper des systèmes d'exploitation. On voulait être capable de dire, bon, ben, regarde, ça marche, ça continue à marcher, ça marche encore demain, c'est tout. C'est ça qu'on veut, nous autres. C'est pas le focus de BrainBank de commencer à s'occuper d'appliquer des patchs de système d'exploitation, de commencer à configurer des load balancers. C'est pas ça notre domaine. Nous autres, c'est la gestion de l'innovation. C'est là-dessus qu'on voulait se concentrer. OK. Donc là, en 2010, vous allez vers Amazon, ça vous prend 6 mois. Quand est-ce que la migration vers Azure, c'est qu'on est maintenant? Décembre 2012, donc votre aventure Azure, elle s'est passée de quand à quand?
Ça a pris à peu près 9 mois depuis qu'on a commencé la réécriture du produit. On a eu quelques petits et pas trop petits incidents sur Amazon. Entre autres, on a perdu un serveur SQL. On n'a jamais été capable d'expliquer pourquoi. Tout simplement, la base de données est devenue corrompue du jour au lendemain. Et puis, il s'est passé d'autres aussi petits incidents un peu bizarres. On sent vraiment que dans Amazon, encore là, il offre un très bon service, mais le Windows est comme un citoyen de deuxième classe. Ah, ben, alors ça. Donc, tu dirais que le citoyen de première classe sur Amazon est? Ben, c'est 5 lettres, ça commence par L, puis ça finit par X. Si vous vous doutez si Amazon, si c'est Windows, le citoyen de première classe ou pas, lancez un load balancer, puis vous allez voir c'est quoi l'icône qui apparaît. C'est un icône de Linux. C'est pas plus compliqué que ça. C'est leur système. Tout leur back-end est fait avec ça. Toute leur philosophie est faite avec ça. Il n'y a pas de système Windows dans la gestion d'Amazon. C'est Linux à 100%. Donc, c'est pour ça que, vu que eux l'utilisent pas à l'interne, ils ont peut-être pas tout testé les scénarios. Donc, quand toi t'arrives avec une offre Microsoft que tu veux héberger sur ces machines virtuelles-là qui t'offrent l'infrastructure, des fois, il peut y avoir des petits glitches. Donc, vous avez rencontré certains de ces problèmes-là. Vous avez commencé à réécrire votre application en 2011, 2012? Fin 2011. Donc, on parle comme en décembre l'an dernier, à peu près. Oui, c'est environ ça, oui. On a commencé à la réécrire à peu près à ce moment-là. On a fait notre étude. On a vu que même si le système Amazon, c'est un système qui est vraiment qu'on n'aurait jamais pu reproduire, nous autres, dans notre propre infrastructure, dans notre système de hosting, qui n'était pas tout à fait adapté à nos besoins. Nous autres, tout ce qu'on veut, finalement, c'est la même chose que n'importe quel consommateur d'ordinateur veut. C'est qu'on veut juste quelque chose qui marche. Puis on s'occupe pas pourquoi. Donc là, l'an passé, quand tu es en décembre, vous dites, OK, on réécrit. Là, il y a toute une architecture à penser. Puis, Guy, tu me confirmeras, mais c'est à peu près à cette époque-là aussi où Microsoft a annoncé qu'il était pour faire évoluer Windows Azure pour offrir aussi de l'infrastructure. Est-ce que je me trompe? Oui, à peu près à ce moment-là. Là, les annonces ont été faites. Puis ensuite, il y a une période de bêta qui a été... En fait, on est encore en période de bêta. Le bêta est assez longue sur cette technologie-là, effectivement. Puis là, toi, Karel, t'es CTO, donc il y a toute une réflexion sur l'architecture, parce que s'il y a une réécriture, on commence par réfléchir. Donc, comment vous êtes pris pour, parce que j'imagine que là, vous avez été avec une solution qui est un mix, une partie infrastructure, une partie qui serait vraiment, on tire parti de la plateforme. Donc, c'était quoi vos guidelines, ou en tout cas, qu'est-ce qui a guidé toute votre réflexion? Qu'est-ce que tu peux en résumer presque 12 mois plus tard? Bien, on utilise certains produits. Un qui me vient à l'esprit, c'est NService Bus. Ça, c'est un Windows Service. N'importe qui a fait du Service Bus sait de quoi je parle. C'est un très bon système qui est très solide, mais qui, au moment où on a commencé à s'en servir, nous autres, était strictement un Windows Service. Il aurait pu rouler dans une plateforme web, comme dans AES, mais c'est vraiment là, en tant que Windows Service, qui est le plus fort. Donc, ça veut dire pas de worker role. Le fait que c'était juste un web roll, c'est pas vraiment acceptable pour nous autres. On veut pas être obligé de pigner AIS à toutes les heures pour être sûr qu'il reste vivant. Alors, à ce moment-là, on a pris la décision qu'on allait faire un pas temporaire, un half-step finalement, puis qu'on allait prendre des machines VM dans Azure. Okay, là, on va revenir sur des choses importantes que tu viens de dire, puis je vais être sûr que nos auditeurs comprennent ça. Si vous déployez sur le cloud, mettons sur Azure, une VM, Microsoft peut te dire, oui, nous, on va la tenir vivante, ta VM, mais si tu veux vraiment être sûr, il faut que tu ailles la pigner pour vérifier, est-ce toujours vivante? Ce qui ne sera pas le cas si c'est une vraie, si tu utilises la plateforme, le Microsoft, ils peuvent t'assurer, ils ont 3 instances, il y en a toujours au moins 2 qui sont vivantes, mais si tu es dans le mode infrastructure, VM, tu as encore des responsabilités, là. C'est toi qu'il faut que tu t'assures que tes machines virtuelles sont toujours up and running. Oui, absolument. À ce moment-là, c'est comme dans Amazon, tu es responsable à un certain point du système d'exploitation, puis ce qui va dedans, comment c'est installé. Alors, tu peux pas juste arriver et dire, bon, j'ai mon site web, je clique mon bouton, et puis mon site web est automatiquement déployé. Tu as des étapes additionnelles à faire. Puis vu que vous utilisez NService Bus, puis ça roule comme un service NT, donc vous pouviez pas juste dire, je pogne ça, je le déploie sur Azure, la plateforme. Ça marche pas comme ça, là. Donc là, vous allez, une des premières choix que vous avez à prendre, c'est, est-ce qu'on va continuer à le rouler dans une VM? Est-ce qu'on va monter ça dans une VM sur Azure? Et là, avec toutes les
en anglais, on dirait drawback, comment je traduirais ça en français, les enjeux ou en tout cas les inconvénients. Puis là, vous autres, vous êtes rendu compte, vous dites, il y a trop d'inconvénients, donc on va réécrire cette partie-là. Est-ce que je me trompe? C'est ça, exactement. Alors, on a commencé à réécrire cette partie-là. Surtout le côté web. On a réécrit tout en MVC. On a abandonné WebForms pour que vraiment on puisse arriver au bon moment puis dire, bon, on sort de AIS puis on embarque dans le web role. Et puis, éventuellement, prendre NService Bus, soit s'en servir et le mettre dans un worker role, un service hosté finalement, ou encore le garder sur une VM un petit peu plus longtemps ou changer de produit. Donc là, quand tu dis un web role, c'est pas une VM, là. C'est pas un site web qu'on hébergerait sur une VM. C'est vraiment un site web, mais qui roule sur la plateforme Azure. Je m'explique. Est-ce que je résume ça bien? Oui, exactement. Tu peux utiliser RDP pour rentrer dans un web role. Tu vas tomber dans une VM qui est optimisée pour être un web role. Et là, si vous utilisez justement la plateforme Azure pour faire un web role, les bénéfices que vous en tirez, c'est la puissance la puissance d'Azure, en tout cas comme plateforme, qui est que il y a toujours 3 instances qui roulent. Tu n'as pas besoin de te badrer. Est-ce qu'ils sont vivantes? Ils vont être toujours vivants. Ils vont être capables de faire de la montée en charge. Donc, il y a beaucoup de bénéfices. Oui, mais attention, quand on dit qu'ils sont toujours vivants, tu vas toujours avoir 3 instances. Mais si jamais tu as une procédure manuelle d'installation dans tes 3 instances, tu es pris pour la répéter à chaque fois que ton instance repart. Si Azure détecte un problème au niveau d'un web role, d'un worker role, il tue la VM puis il la réinstalle ailleurs. Il faut s'en rappeler, ça. C'est une grosse distinction. Moi, je discutais justement avec un de mes bons amis, Alexandre Brisois, pour pas le nommer, qui, de ces jours-ci, a fait une architecture justement avec le cloud et Azure. Puis ce qu'il me racontait, il dit, Mario, il dit, Azure, il pardonne rien. Dès que tu prends trop de ressources, pouf, il te tue. Il dit, t'es pas un citoyen qui se comporte correctement, je te tue. Puis lui, dans son cas, écoute, faut qu'il fasse en tout cas un système où est-ce qu'il faut qu'il soit capable de paralyser des traitements d'enfer. Et là, faut qu'il gère ça correctement, sinon Azure va toujours tuer son processus parce qu'il va dire t'es trop gourmand, tu vas trop pénaliser tout le monde. Et d'ailleurs, c'est une préoccupation importante. Quand on transporte vers Azure, il faut vraiment respecter les guidelines, sinon tu pourras jamais rouler dans Azure. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est que dans Azure, à moins que tu demandes à Microsoft d'être une exception, tu as accès à 20 cores. Alors, si tu demandes des instances extra larges, tu en demandes 2 par exemple, et tu trouves avoir 8 cores par instance, c'est bien plate, il t'en reste 4 pour ta 3e VM, puis il n'y a rien que tu peux faire à moins que tu demandes une exception. Alors, c'est un exemple parfait de ne pas aller puis consommer trop de ressources. Puis ça, il y a des gens qui font comme, là, c'est quoi l'affaire, là? Pourquoi ils sont si stricts? C'est parce qu'ils veulent justement à donner des niveaux de service de l'ordre du 0.99999, ce qui veut dire quelques minutes par année de downtime, si on peut dire ça comme ça. Puis la seule façon de donner ces niveaux de service-là, c'est de forcer tout le monde à se comporter correctement. Parce que si tu fais pas ça, tu as besoin juste d'un délinquant, il va tuer la performance de milliers d'autres utilisateurs. Absolument, ça va faire un effet domino et puis toute ton infrastructure peut tomber. C'est plate, mais en technologie, il y a encore des choses qui sont fragiles à ce point-là. Puis on le voit bien, on va faire une autre analogie. Apple, avec le Store, quand ils ont sorti le Store, ils ont donné des guidelines très strictes. L'application doit faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis tu pouvais pas... Puis là, les développeurs chiolaient en disant, mais oui, mais Apple, ils veulent maîtriser leur plateforme parce qu'ils veulent être sûrs que l'expérience utilisateur va être bonne sur un iPad ou sur un iPhone. Puis on le voit maintenant, Windows 8, Microsoft fait la même chose. Développer une application Windows 8 dans le Store, il faut qu'elle passe un paquet de niveaux. Puis si elle est délinquante, elle ne sera pas acceptée. C'est le futur d'informatique, si je me trompe. Bon, en fait, c'est inévitable. Puis aussi, ça te force à développer ton application puis la tester pour qu'elle roule correctement, elle soit optimale. Fait que si tu développes tout croche, c'est sûr que ça roulera pas bien dans le cloud. Mais quand tu avais ton propre rack, puis tes propres serveurs, tout ça, si ton application était, disons, hyper gourmande, là, rajoutais de la mémoire, tout ça, tu rajoutais changeais de CPU, tout ça, ou t'ajoutais la bande passante. Mais là, quand tu es dans le cloud, il faut que tu sois bon citoyen. C'est ça la vie. Donc, vous avez eu, vous, dans votre réflexion sur l'architecture, à vous positionner en disant, écoute, il faut vraiment s'adapter correctement à la réalité Azure. Est-ce qu'il y a d'autres défis que vous avez rencontrés? Il y a la courbe d'apprentissage du développeur.
C'est pas donner à tout le monde d'arriver et de dire, bon, ben regarde, aujourd'hui, tu as ton serveur, tu peux le voir, tu as tes belles lumières qui clignotent, tu te sens bien. Puis là, demain, ben, tu n'as plus rien. Mais tout va continuer à fonctionner. Alors, c'est une façon de faire qui est très différente. Et puis, c'est pas tous les développeurs qui vont réussir à s'adapter en temps record. Il y a une grosse différence entre une infrastructure et une plateforme. Mais un coup qu'on a pris, faut s'y faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. C'est comme ça que l'informatique va se passer pour c'est un peu comme, il a existé le Far West, les cowboys, les gens sortaient leurs guns, tiraient. Il y a des mauvaises langues qui diraient que c'est encore comme ça aux États-Unis, mais en tout cas, au Canada, c'est plus le cas. Là. Porter un port d'armes, ça te prend des visites. On vit dans un monde moderne, mais c'est la même chose au niveau de l'informatique. Il y a eu le temps des cowboys. Puis là, maintenant, puis l'Internet, au début, était vraiment un monde, en tout cas, où il y avait presque pas de police, puis de plus en plus, il va en avoir à quelque part. Ouais, une drôle d'analogie. Disons que, Karen t'a mentionné tout à l'heure que votre compagnie voulait focusser sur ce qu'elle fait bien, c'est-à-dire l'application, le domaine d'affaires. Patcher des OS, fait pas partie du domaine d'affaires de BrainBanks. C'est des coûts extra qui divergent un peu du focus de la compagnie. Puis le cloud nous permet justement de refocuser sur notre application, nous concentrer sur notre application, puis tout ce qui est l'aspect infrastructure, en fait, tout ce qui est l'aspect hardware, tout ça, ben, on a beaucoup moins à s'en occuper, puis beaucoup moins d'énergie. Là. Une fois qu'on a compris cette plateforme-là qui est nouvelle, tu mentionnais tantôt qu'il y a une courbe d'apprentissage, mais une fois passé cette courbe d'apprentissage-là, je pense que on peut se concentrer sur notre application. On parle de BrainBank. Peux-tu juste rapidement expliquer c'est quoi le service que vous offrez? BrainBank est dans le domaine de gestion d'innovation. Alors, nous, on est à la boîte à suggestions, ce qu'un automobile est un peu à la roue préhistorique. Alors, on a un portail. Les clients, ils vont utiliser le portail pour implanter un processus, un workflow business avec toute l'automatisation, les formulaires dynamiques, tout ce qu'on peut imaginer qu'on aurait d'un package software majeur, finalement. Sauf que nous autres, c'est qu'on a une emphase sur la gestion d'innovation. Les personnes qui ont des nouveaux concepts, des nouvelles idées, des suggestions, comment améliorer l'entreprise. Finalement, tout ce que tout le monde a toujours voulu dire sur son employeur, mais qui n'ont jamais su à qui le dire pour que ça fasse une différence. Alors, nous autres, nos clients, c'est ça, le portail, finalement. C'est là où l'innovation, où le changement se passe. Alors, c'est très bien reçu par les employés, même les syndicats, ce qui est un peu étrange pour tout le monde, mais ils sont toujours bien contents de le voir arriver. Eux autres, ils vont dire, j'ai pas d'objection, ce qui veut dire, j'adore ça, merci beaucoup. Et on va implanter le portail, et puis on a un processus d'affaires. C'est ça qu'on fait. Puis là, dans votre migration vers Azure, on va essayer de parler un peu de coûts. Je ne sais pas si on va être capable de faire des bons comparatifs, mais tu parlais votre application était gourmande, elle coûtait cher à héberger sur Amazon. Est-ce que vous êtes déjà en mesure de faire des comparatifs, de dire, bon, notre écriture doit coûter un certain coût, mais déjà on est 30 ou 40% moins cher en fait de faire rouler le même type de service qu'avant? Est-ce que vous êtes en mesure même d'avoir ces chiffres-là? Pas encore. Mais ça s'en vient. Je veux dire, on regarde juste ce que Azure nous offre en forme de faire de l'authentification d'usagers avec WIF et puis tous les autres packages qu'Azure nous donne. C'est toute une série de modules qu'on n'a pas eu besoin de réécrire. On ne parlait pas à Facebook, nous autres, avant. On ne parlait pas à Twitter ou à LinkedIn ou à toutes ces autres plateformes-là. Et puis Azure nous donne ça sur un plateau d'argent. Alors, il y a énormément d'argent qui a été sauvé. Nous autres, on a pu se concentrer, on a pu ignorer l'infrastructure, puis à un certain degré, on a pu même ignorer la sécurité. En tout cas, utiliser le service offert par Azure, puis là, vous payez un petit montant par transaction, mais là, si le montant est acceptable, tout le monde est heureux. Absolument. Puis le client, lui, il se sent encore plus rassuré parce que là, tout d'un coup, c'est plus BrainBank qui va toucher à son système de sécurité, c'est Microsoft.
Alors, lui, il va installer un système comme WIF en arrière de son pare-feu, puis là, tout d'un coup, il parle de notre application. Nous autres, on n'a absolument rien à faire. Donc, WIF, c'est le Windows Identification Framework. Identity Foundation. Foundation. Puis en plus, maintenant, ça fait partie d'une des offres de services sur la plateforme Azure. Est-ce que je me trompe? Ça fait partie de l'offre là, qui est regroupée autour de Service Bus. Là. OK. Donc, si on résume, là, vous êtes depuis au moins, vous avez commencé à développer il y a un an. Ça fait quoi, 3 mois, 4 mois que vous êtes en déploiement constant là, sur Azure? Oui, absolument. On est en déploiement à ce stade-ci sur des VM d'une façon quasi automatique, parce qu'on est pas mal fiers. Et nos clients ils ont accès à la nouvelle plateforme. On reçoit du feedback. C'est très, très bien reçu, parce que maintenant, on peut se concentrer vraiment sur ce qui fait une différence pour nos clients, au lieu de se concentrer sur tout le reste. OK. Ben, ce qui est intéressant de votre approche, c'est que vous y allez, vous aviez été finalement en étapes. Donc, vous êtes aperçu après une période d'analyse que peut-être aller à 100% web role worker, en fait 100% plateforme as a service, la marche était peut-être trop haute au niveau de réécriture, des coûts de réécriture et tout ça. Ce qui est intéressant avec l'offre de Microsoft, vu qu'ils offrent le plateforme et le infrastructure as a service, vous servez finalement de l'infrastructure as a service, des machines virtuelles, comme un point d'entrée, puis ça vous permet de coder ou de réécrire votre application, puis ensuite, peut-être éventuellement, comme tu mentionnais, prendre plus parti là, ou tirer plus avantage de plateforme. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour les compagnies, des fois, qui pensent à faire ce genre de migration-là, on n'est pas obligé d'y aller à 100% là, d'un premier coup. Là. Puis comme ça, vous pouvez planifier aussi à long terme là, ces migrations-là. Bien, le monde, quand on parle, on va migrer vers Azure, on va migrer vers un autre système comme ça. La première affaire, instinctivement, qu'on se dit, c'est mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver au code, puis on a du code à réécrire, on a du code à inspecter. Mais qu'est-ce qui se passe pour le data? Je veux dire, c'est quelque chose que la plupart du monde ne peuvent pas considérer d'une façon instinctive. Même année, tu vas faire face à, OK, bon, mais là, on s'en va vers Azure. Qu'est-ce qu'on a? On a notre blob storage, on a les Azure Tables, qui n'a pas rapport du tout avec SQL. Ensuite de ça, on a SQL Azure, qui est à peu près à 98,7% SQL. Alors, il y a des petites choses là-dedans qui ne sont pas disponibles. C'est un serveur SQL jusqu'à un certain point. Il y a d'autres choses aussi qu'il faut bien penser. Fait que nous, ce qu'on voulait faire finalement, c'est qu'on voulait embarquer dans Azure, mais aussi d'une façon bien importante, c'est qu'on voulait commencer à avoir notre pied bien placé pour pouvoir embarquer le data dans Azure aussi. Parce que tu as une application à l'aide des défaillances, à un certain moment, tu peux t'en remettre. Mais si ton data est de défaillance, ça, tu ne peux pas t'en remettre. Donc là, aujourd'hui, est-ce que c'est des VM, du SQL dans des VM que vous utilisez pour votre migration? Le seul VM qui n'est pas, c'est SQL. On utilise SQL Azure, pur en tant que tel. Les VM qu'on utilise, ça va être le portail web, qui va rouler sur la OS 2012 avec IIS, ou ben donc notre Service Bus, qui est un Windows Service. Donc, vous tirez vraiment parti de SQL Azure. C'est l'hébergement de vos données que vous avez vraiment porté vers le cloud. Oui, c'était un des gros buts. On ne voulait plus avoir de problème de corruption de données. On n'en a jamais eu, puis on ne veut pas en avoir non plus. On voulait aussi tirer parti des blobs, on voulait tirer parti du Content Distribution Network, on voulait tirer davantage de tellement des infrastructures de data. Je pense que c'est ça qui fait une grosse différence chez Azure. On n'en parle pas assez, mais les blobs, là, c'est très puissant. OK. Écoute, je pense que ça fait le tour. Puis, je trouve ça intéressant, en tout cas, de votre expérience, parce que c'est vraiment un cas qui, je pense, va ressembler à beaucoup de ce que les compagnies vont... Tu sais, vous êtes un exemple qui pourrait être assez représentatif pour beaucoup de compagnies. Bien, comme n'importe quelle personne qui est dans le domaine des affaires, on va y aller une étape à la fois. On te remercie beaucoup. Nous, on fait une pause et on revient avec les actualités.
Les actualités avec M. Guy Barrette. Deux petites actualités. En fait, ça a rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. Microsoft a annoncé dernièrement 2 réductions de prix dans l'offre d'Azure. Ce qui est intéressant dans ce qui est cloud, c'est qu'il y a de la compétition. En fait, il y a une compétition directe entre, puis tu le mentionnais tout à l'heure, Karel, entre Amazon et entre Microsoft. Puis, quand un baisse un prix, c'est pas long que l'autre suit, même avec Google, ces trois-là ensemble. Donc, Microsoft a annoncé dernièrement une réduction de prix au niveau du tout ce qui est storage. Donc, les blobs, les table storage, etc. Donc, réduction de prix. Puis là, les trois sont à peu près au même, les 3 compagnies sont à peu près au même niveau. Une autre réduction de prix aussi, en fait, là, ils sont passés d'un mode de facturation à 0 gratuit. C'est sûr, tu mentionnais tout à l'heure, là, les services d'authentification via des third parties comme Facebook, Twitter. Il y avait un frais de transaction, c'était minime, là, on parlait, je sais pas, là, une couple de dollars par 100 000 transactions, là, c'était pas très élevé. Mais là, bon, c'est maintenant gratuit, là, donc toute cette partie-là. Donc, il y a beaucoup de changements comme ça au niveau des prix. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de la compétition. Donc, ça, pour nous, en tant que clients et consommateurs, ça a l'avantage d'aller vers le bas plutôt que vers le haut. Donc, c'était les actualités ces jours-ci. On approche du temps des fêtes. Il y en a peut-être toujours un peu moins à d'autres moments de l'année. Mais écoute, Karel, on te remercie beaucoup. C'est très intéressant ta participation. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Puis nous, on va souhaiter un joyeux temps des fêtes à nos auditeurs. Profitez-en. On va vous revoir quelque part dans le mois de janvier. Au revoir. Joyeux Noël. Bonne année à tout le monde.